Génération 60. Génération 60. Génération 60. Nos chansons sont rétro avec un son nouveau. Génération 60. Génération 60. C'était un groupe comme tous les groupes, il en existe aussi en peinture, en littérature, mais là c'était un groupe sans programme, c'était un groupe simplement qui était partisan de rajeunir un peu le cinéma, peut-être, enfin il n'y avait pas de programme esthétique commun, il y avait peut-être l'idée de faire des films plus personnels, parce que les films étaient arrivés à un certain anonymat. Je voudrais une espèce de fusion, si vous voulez, entre le chant, la parole, la marche et la danse. Vous voyez, une espèce de spectacle comme ça qui ferait qu'au bout de 5 minutes de projection, on ne sait plus véritablement si on parle, si on chante, si on danse. La Nouvelle Vague, c'est un mouvement du cinéma français de la fin des années 50. Les réalisateurs phares de cette période sont François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Éric Rohmer ou encore Jacques Rivette. La Nouvelle Vague, c'est une nouvelle façon de produire, de tourner, de faire des films qui s'opposent aux traditions et aux corporations. À cette époque, on envie un monde nouveau, on veut des films nouveaux. André Malraux, le ministre des Affaires culturelles depuis 1958, a facilité la réalisation de ces nouveaux films par des jeunes cinéastes qui ne sont pas passés par le parcours traditionnel de la profession. Chaque réalisateur a surfé sur la Nouvelle Vague pour exprimer ce que le cinéma leur inspirait. Car ce n'est pas une école, c'est un esprit dont on s'emparait. On filme différemment, on voit naître la voix off et le regard caméra pour jouer avec le spectateur. On joue différemment, on exprime ses sentiments d'une toute autre manière. Les héros de ces films sont à l'image de leurs réalisateurs, jeunes et contemporains, quelle que soit l'époque à laquelle le film se passe. Encore comme ces réalisateurs qui ont appris beaucoup de Jean-Pierre Melville, qu'on considère comme le grand frère du cinéma, les nouveaux héros sont en quête d'indépendance. Ils ne s'occupent que de leurs affaires personnelles. Ils n'ont pas peur d'enfreindre la loi, comme Godard qui volait dans les caisses des chaînes de télévision pour lesquelles il travaillait avant d'être réalisateur. Ils sont souvent indifférents à la société et à la famille et sont en quête éperdue de l'amour. Les 50s, ce sont les années Audrey Hepburn, James Dean, Marilyn Monroe, Marlon Brando et James Mansfield aux États-Unis. En France, ce sont les années Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau, Jean-Claude Brialy ou encore Bernadette Lafont, qui représentent à cette époque l'opposé de la femme idéale des années 50. C'est l'explosion du cinéma hollywoodien aux États-Unis et la naissance de la nouvelle vague en France. On voit également apparaître le rock'n'roll et le rockabilly. Les 50s sont des années créatives, désireuses d'originalité qui sortent un peu des rangs. Il était une fois un garçon qui habitait dans un garage à Nantes. Sa mère aimait chanter. La maman du petit homme lui dit un matin. Son père aimait chanter. Caroline, Caroline, mets tes petits souliers vernis. Et lui aussi. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le... Jacques Demy met un peu de temps à s'affirmer en tant que cinéaste, principalement à cause de nombreuses commandes qui lui sont faites pour des documentaires. Tout commence vraiment pour lui en 1963 avec La Baie des Anges, grâce à l'appui de Jeanne Moreau, qui est déjà une icône à cette époque. Mais sa première réalisation dans l'esprit de la Nouvelle Vague se nomme Les Parapluies de Cherbourg, en 1964. Jacques Demy, que pensez-vous personnellement de la musique d'un film? C'est un peu un pouvoir magique. C'est-à-dire que le spectateur doit être pris par la musique comme par un charme. Jacques Demy remporte son premier prix Louis Deluc et sa première Palme d'Or en 1964 pour Les Parapluies de Cherbourg. Ce film, coproduit par la 20th Century Fox, connaît un grand succès et une critique immédiate. Le succès est mondial, notamment au Japon, ce qui procure à Demy et aux principaux protagonistes, Mac Bonnard, Michel Legrand pour la direction musicale ou encore Catherine Deneuve en rôle principal, une grande notoriété. Jacques Demy fera d'ailleurs de Deneuve sa muse après ce film. Le projet de ce film est compliqué dès lors qu'il est imaginé. Les musicals hollywoodiens sont mal reçus en France et le financement d'un tel film s'annonce difficile. Ce genre comédie musicale s'inscrit parfaitement dans la nouvelle vague des nouveaux jeunes réalisateurs français. On n'a jamais connu de tels projets auparavant. C'est ce qu'attire Mac Bonnard dans ce projet. Elle est nouvelle dans la production cinématographique française et veut aider ce type de réalisation. Elle dit alors être fascinée par l'histoire et par l'idée de faire quelque chose de neuf. Dans ce film, Deneuve incarne la jeune fille qui rêve de liberté, mais qui est victime des mœurs de son époque.
Cette personnalité assez fataliste est typique de la nouvelle vague et de ces nouveaux personnages qui ne ressemblent plus à ceux 20 ans plus tôt. Pour les Demoiselles de Rochefort, là encore le financement est difficile de par le côté musical du film et par l'importance du budget alors énorme pour l'époque. Et ce, malgré le succès incontesté des Parapluies de Cherbourg. C'est avec la participation de Warner Seven Arts que Mac Bodar réunit alors le double du budget nécessaire, soit 6 milliards de francs. Ce budget permet notamment d'inclure Jane Kelly et Georges Chakiri à la distribution. Les Demoiselles de Rochefort sont des jumelles interprétées par Catherine Deneuve et sa sœur Françoise d'Orléac. Dans la continuité des personnages de Jacques Demy de la Nouvelle Vague, ces sœurs n'ont pas de père, ont été élevées par leur mère et sont en quête du grand amour. Deux forains arrivent dans la ville avec leur troupe et tombent immédiatement sous le charme des deux jeunes filles. Une succession de chassés-croisés amoureux commence et se conclut en histoire d'amour heureuse. Le film est tourné simultanément en français et en anglais pour l'exportation. 3 mois après la sortie du film en France, Françoise d'Orléac meurt dans un accident de voiture en se rendant à l'aéroport qui l'aurait menée à Londres pour l'avant-première anglaise du film. Et en 92, la place située devant la gare de Rochefort porte le nom de Françoise d'Orléac. Catherine Deneuve, est-ce que quand vous avez joué un personnage qui a une signification profonde comme Tristana, ça ne vous fait pas l'effet d'être un peu léger, un peu superficiel, de tourner Podane? Un conte de fées? Oui. Superficiel? Ah non, je trouve que c'est au contraire très mystérieux, très profond, beaucoup moins pour les enfants même peut-être qu'on ne pourrait le croire. Et surtout Podane, qui est un conte un peu incestueux. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un film pour enfants? Oh oui, quand même, beaucoup, oui, oui. Ça, c'est une grande joie aussi. J'y pense beaucoup. Pour vous, c'est votre premier film pour enfants? Oui, c'est le premier film, je crois, où je pourrais emmener mon fils. Préparez votre pâte dans une jatte. À son retour des États-Unis, Mac Bodar lui annonce qu'elle a réuni le budget de son prochain film Podane, qu'il a entièrement écrit outre-Atlantique. Malheureusement, le budget a mal été évalué et Catherine Deneuve et Jacques Demy mettent leur salaire en participation. Ce geste sauve alors le tournage qui avait débuté. La découverte des années 60 américaines par Jacques Demy l'inspire pour les décors et l'univers de ce film. Les décors sont très colorés et fantasques. On retrouve les mouvements pop art et peace and love de l'époque. Dans cette nouvelle réalisation, on découvre à nouveau une relation au père assez complexe, puisque la jeune princesse, jouée par Catherine Deneuve, est forcée d'épouser son père veuf. Elle quitte le château avec la nouvelle identité de Podane, après avoir demandé à son père de faire des miracles, en exigeant successivement une robe couleur du temps, une couleur de lune et une couleur de soleil. Le personnage de Podane est enfantin et naïf, et rêve de trouver le grand amour. Au début du film, elle pense devoir et pouvoir épouser son père, mais sa marraine, la fée des Lilas, l'en dissuade, car elle est amoureuse du père de la jeune fille. C'est alors qu'elle lui conseille de demander à son père une dernière robe, faite de la peau de l'âne du roi. Âne dont les déjections surnaturelles procuraient au roi pierres précieuses et pièces d'or. On voit Coluche dans la scène de la ferme, un de ses premiers rôles au cinéma avant même qu'il ne devienne célèbre. Pendant le courant de la Nouvelle Vague, Jacques Demy a réalisé 3 œuvres majeures. Dans chacune d'elles, le père est absent ou joue un rôle étrange. Dans les Parapluies de Cherbourg, il n'existe pas, mais on retrouve une image paternelle dans l'amant. Dans Podane, l'inceste et le complexe d'Électre nourrissent un amour incompris d'une fille pour son père. Amour dissipé et remplacé par un autre amour qui pourrait paraître incestueux entre 2 jeunes gens qui se comportent comme frères et sœurs. La légèreté, la nouveauté et l'originalité sont présents dans ces 3 films. Jacques Demy, Mac Bodar et Catherine Deneuve ont été prêts à tout pour que ces chefs-d'œuvre existent, croyant plus en ces originalités qu'en les avertissements des grosses productions. Nous irons ensemble à la buvette. Nous fumerons la pipe en cachette. Nous nous gaverons de pâtisseries. Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs? Il y en a tant sur terre.